La seconde partie de notre débat consacrée ce soir à cette crise des migrants à Calais. Ils sont de plus en plus nombreux à tenter le passage au Royaume-Uni au prix de leur vie d'ailleurs. 10 personnes sont mortes depuis début juin lors de ce périple. Alors quelle solution pour ces migrants? Je vous propose ensuite d'écouter le Premier ministre britannique David Cameron. Je parle régulièrement de ce sujet avec le président Hollande et franchement, la coopération entre Français et Britanniques est bonne. L'idée d'un contrôle de nos frontières du côté français de la Manche est très importante. Le fait que nous soyons capables d'ériger ces clôtures, d'investir dans la sécurité, de travailler en partenariat avec les Français, tout cela est utile. Denis McShane, qu'est-ce qu'ils font les Britanniques lorsque David Cameron parle de coopération franco-britannique? En quoi les Britanniques coopèrent-ils? Dans le sens qu'on paie énormément d'argent à la France pour tâcher d'ériger des murs de sécurité. On a une coopération sécuritaire, on met la pression sur Eurotunnel d'accepter leurs responsabilités. Je ne dis pas que Eurotunnel est seul responsable. Et donc, il y a cette coopération. Il y a aucun intérêt, je crois, à Paris, à Londres, dans la presse, oui. La presse ragu, tabloïd ici contre la France aujourd'hui, c'est honteux. Et aussi, on a des remarques sur les Anglais, c'est absurde. Il y a un vrai problème parce que imaginez-vous que le seul accès entre, disons, l'Allemagne et la France était un tunnel. La pression, on aurait énorme. C'est comme un aéroport. Bon, on ne grimpe pas sur les avions parce que c'est trop dangereux. Mais ici, on a cette possibilité de tâcher de grimper sur un camion et passer en Angleterre illégalement. Comme a dit tout le monde, ce sont des mafias. Le transport, j'ai écouté un très bon rapport sur le BBC ce matin. 4 bateaux pleins de réfugiés rapportent 4 millions des euros des criminels mafieuses de Libye. Donc, peut-être il faut envoyer plus de gens de sécurité là-bas. Peut-être, je ne sais pas si on peut imposer un gouvernement venant de l'extérieur. On peut nommer Bernard-Henri Lévy, président ad interim de Libye, et lui qui a proposé l'intervention. Ce n'est pas un génocide. Il y avait des massacres, mais ce n'est pas un génocide. Et envoyer maintenant peut-être M. Henri Lévy de résoudre le problème. Donc, il était le grand avocat de la démolition de l'État libyen. Mais pour le moment, ici, il me semble, ce qu'il faut, à part de ce bureau conjoint qui a été proposé sur notre programme, c'est d'augmenter, de faire plus long l'accès au tunnel depuis le site qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire un peu considérer ça comme une zone sécurisée comme pour les avions de l'armée de l'air ou les sites nucléaires ou les ports où nos navires de guerre sont stationnés et faire en sorte que il sera beaucoup plus difficile de dire on va vous passer à Calais et tac, saute sur le camion et vous arrivez en Angleterre. Pierre-Yves Bournazel, la réponse, est-ce que c'est une réponse? Parce que Denis McShane disait oui, Theresa May, qui est la ministre de l'Intérieur britannique, propose plus d'argent. Elle propose 10 millions d'euros supplémentaires. Alors on construit des barrières, des murs barbelés, mais est-ce que c'est la réponse? Finalement, dans le fond, pourquoi est-ce qu'on n'intégrerait pas ces gens dans la société française, finalement? Est-ce que voilà, c'est pas, ils sont combien? On parle de 3000 personnes, là, à Calais. C'est quoi 3000 personnes sur une population de 65 millions d'habitants? Donc, sur ce sujet... Je parle pour les réfugiés politiques. Hein. Les réfugiés politiques. Ceux qui ont vocation à rester sur le territoire, il faut qu'ils soient ensuite accueillis dignement. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui? Non, puisqu'on voit bien qu'il y a un échec des politiques publiques. À la fois, M. McShane avait raison, sur la politique de fermeté, il faut démanteler, je disais tout à l'heure, les réseaux de mafias, ces passeurs qui jouent sur la misère humaine. Il faut les démanteler, il doit y avoir une action du gouvernement français, mais de l'Europe en général, pour démanteler ces mafias, pour les empêcher de nuire. Et là, d'ailleurs, j'interroge le gouvernement sur ces résultats, parce qu'on n'entend pas parler de démantèlement de ces réseaux. Quand vous avez des populations qui sont sur place et qui fuient la guerre, il faut les accueillir décemment, le temps qu'ils aient une réponse. Mais c'est le cas quand même, pardonnez-moi Pierre-Yves Bournazel, c'est le cas quand même de la plupart de ces migrants, parce que la plupart viennent de Syrie. Je crois que c'est la première nationalité. Alors justement, d'Érythrée aussi, où ils fuient une dictature justement, alors, terrible. Je veux dire deux choses. Nord-coréen. Pour vous répondre à votre question, est-ce que ces personnes
qui vont bénéficier du droit d'asile, comment ensuite les accueillir? L'apprentissage de la langue française. Sans apprentissage et connaissance de la langue française, il n'y a pas d'intégration possible. À partir du moment où vous avez donné le droit d'asile à des personnes et que vous appuyez sur la loi pour dire vous bénéficiez du droit d'asile, eh bien ces personnes, il faut les intégrer. Sinon, vous n'allez pas les laisser dans les campements de la honte parce que c'est pire que tout. Donc à ce moment-là, c'est l'apprentissage de la langue française. Sans ça, il n'y a rien de possible. C'est l'apprentissage de la culture et des institutions et des valeurs françaises aussi, parce que c'est comme ça qu'on adhère à un projet national. Et ça, c'est une politique, après, qui se construit. Mais je voudrais dire qu'il faut trouver quand même des solutions à moyen et long terme. Et les seules solutions pour lutter contre l'immigration, pour les réfugiés politiques, c'est aussi d'avoir une action diplomatique claire, stratégique et résolue par rapport à ce qui se passe en Syrie. On voudrait entendre clairement la position de la France, parce que de toute façon, la France devra prendre dans les semaines qui viennent ses responsabilités. Doit-on pas intervenir et avec qui et comment en Syrie? C'est une question qui va se poser, parce que plus on perd du temps, plus l'État islamique progresse, plus un certain nombre de populations sont en danger. Et aujourd'hui, au Liban, les campements de réfugiés au Liban, ce n'est pas quelques milliers de personnes, ce sont des millions de personnes. Et ces millions de personnes auront peut-être la tentation un jour d'aller plus loin et de traverser la Méditerranée, parce qu'on n'aura pas mené de politique structurelle, d'action diplomatique et d'intervention efficace et utile. Et enfin, juste un dernier mot, et après je ne parle plus. Quand j'ai voulu exprimer sur la Libye, bien sûr que c'est le chaos en Libye, mais en 2011, il fallait intervenir. Et au fond, c'était des massacres, mais ça allait plus loin que des massacres, parce que lorsque vous n'étiez pas d'accord avec M. Kadhafi, que vous n'étiez pas de sa tribu, que vous n'étiez pas de son clan, eh bien, c'était des groupes d'hommes et de femmes qui étaient massacrés parce qu'ils appartenaient à ces tribus ou à ces clans. Et c'est extrêmement grave. Et pour moi, un homme ou une femme en vaut un autre, et je ne peux pas accepter que l'on dise il ne fallait rien faire. Moi, je n'ai pas l'esprit minico. Personne n'a dit qu'il ne fallait rien faire. Mais Kadhafi ne tuait pas 100 personnes par an. Et aujourd'hui, c'est 100 personnes qui meurent par an. Et là, je vous réponds de notre côté. Vous dites que la France, les filières, le gouvernement français n'a rien fait sur les filières. Qu'est-ce que le gouvernement français peut faire dans un État où il n'y a pas d'État? Où les filières sont en Libye? Qu'est-ce que la France peut faire? Maintenant, la solution, moi, je vous propose, celle que je vous propose, c'est que l'Union européenne et les Nations unies proposent une intervention rapide en Libye pour remettre ce que j'ai proposé tout à l'heure, oui. Et remettre l'État. Et à partir de ce moment-là... Mais ne défendez pas M. Kadhafi. Je vous en prie. Attendez. M. Kadhafi, ce n'est pas ma tasse de thé. Mais M. Kadhafi ne tuait pas 100 personnes par jour. Il ne tuait même pas par 100 personnes par an. Monsieur Kadhafi, un dictateur sanguinaire. Allez, on ne va pas faire le procès de Muammar Kadhafi. Nicolas Sarkozy l'a quand même reçu en grande pompe en 2007. Il a eu tort. Un dictateur. On retiendra. Oui. D'abord, il faut tout de même faire attention à travers ce débat. L'ensemble des migrants et des réfugiés qui arrivent en Europe ne se précipitent pas vers la Grande-Bretagne. Calais, c'est un épiphénomène grave, mais qui interroge les relations sur ce plan entre la Grande-Bretagne et la France. Mais je rappelle que la destination la plus accueillante aujourd'hui en Europe, c'est l'Allemagne, ensuite c'est la Suède, c'est l'Italie, la France est en quatrième position. Pierre-Henri, sur ce que a dit quand même Pierre-Yves Bournazel, c'était intéressant quand même sur l'idée justement de l'intégration, parce qu'il y est tout à fait favorable. Il le dit pour ceux qui ont obtenu le statut de demandeur d'asile, c'est-à-dire de les intégrer, de leur faire apprendre la langue française. À l'école, de les intégrer dans des structures scolaires. C'est une évidence. C'est une évidence. Et est-ce que vous pensez, parce que c'est ça finalement la question d'après, est-ce que vous pensez que cette nouvelle loi sur le droit d'asile va changer la donne? Justement, on va passer de 2 ans de l'examen des dossiers à 9 mois. Écoutez, cette question de l'intégration des réfugiés, elle n'est pas nouvelle. Chaque année, entre 25 et 30% des demandeurs d'asile obtiennent le statut en France. Et la question de l'intégration, elle ne se pose pas à partir de 2012. Il y a une vieille tradition dans ce pays et on intègre plutôt bien. Simplement, il y a autour de l'asile une problématique, mais là encore, qui date de plus de 15 ans, avec des procédures qui sont extrêmement longues. Et pour répondre à votre question, la nouvelle loi sur l'asile prévoit un raccourcissement des délais, c'est une très bonne chose, prévoit normalement un hébergement pour tous. Et vous êtes pour rapatrier chez eux les migrants économiques ?
Écoutez, je suis pour que lorsque l'on a bénéficié d'une procédure juste et équitable et que l'on est débouté de sa demande et que le retour ne contrevient pas à la Convention européenne des droits de l'homme, ce retour ait lieu. Sauf que les choses sont un peu plus complexes, là encore, qu'il n'y paraît. Parce que vous avez des gens qui peuvent être déboutés de leur demande d'asile et que l'on n'éloigne pas parce qu'ils ont une nationalité d'un pays en guerre, Afghanistan, Érythrée, Soudan. Et donc là, à partir de ce moment-là, ça interroge les politiques et notamment les politiques de régularisation, parce que moi, je ne peux pas admettre que sur le territoire, on laisse par des politiques publiques des gens dans l'irrégularité et dans une relation assez distante au droit. En donnant un exemple, j'étais dans le 10e arrondissement mardi. Oui. Il y a toujours des réfugiés afghans qui sont là depuis 10 ans. Et non, ah si. Mais attendez, j'y étais. Il y avait des. Vous êtes sorti du 18e, vous êtes allé dans le 10e, vous avez rencontré des Afghans. Oui, j'ai rencontré des Afghans et j'ai rencontré. Dans le Vihima, oui. Oui, Vihima. Et ben alors, ils y sont. Eh bien, vous savez. Eh bien, c'est pas normal. C'est pas normal. Ça fait des années. Si je peux en parler, donc c'est vrai. Il y a des réfugiés depuis des années, depuis 10 ans, et personne ne s'est occupé d'eux, puisque finalement, je ne parle pas de vous, des associations, mais ils sont dans la rue, ils vivent de manière indécente en France, la capitale des droits de l'homme, Paris, et ils ne sont pas intégrés dans la population française, puisque de toute façon, ils sont de manière marginale. Alors, on peut dire la gauche, la droite, M. Sarkozy, M. Hollande. À la limite, je vais vous dire, M. Hollande, M. Sarkozy, non, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, ce sont les faits, et les faits sont têtus. C'est qu'il y a un vrai problème aujourd'hui, parce que ça oppose la population les unes contre les autres, parce que les riverains sont excédés et ne supportent plus ce qui se passe. Et qu'il serait quand même urgent et nécessaire qu'au-delà des clivages politiques, ces questions-là soient traitées dans le fond et qu'il y ait des réponses concrètes qui soient amenées. Parce que franchement, les dogmatismes de tous bords insupportent les gens. Donc évitons cela et agissons pour essayer de trouver des réponses concrètes. Moi, je pense que je préfère qu'on donne des solutions parce qu'aujourd'hui, tout ce discours-là, pendant 20 ans, tout le monde parle de la même chose. Alors, quelle solution ? La solution aujourd'hui, moi, je rentre du Sénégal il y a 2 mois. J'étais avec l'ambassadeur de France au sud du Sénégal. Notamment la frontière avec mon département, c'est Vélingara, c'est la Casamance. C'est la Guinée-Bissau, c'est la Gambie, c'est la Guinée-Conakry. Aujourd'hui, 80% des gens qui arrivent, ou 60% qui arrivent par la Libye, viennent de là-bas. La solution, c'est quoi? Ce n'est pas de traiter leur demande d'asile en France. Moi, je préfère ces gens-là, qu'on les aide à rester chez eux. Aujourd'hui, il y a des bonnes terres. Il faut l'argent qu'on investit à faire des réunions à des collègues, des colloques et à faire des bateaux en mer pour les sauver, c'est de prendre cet argent-là, d'acheter du matériel, des tracteurs, du truc, du matériel agricole pour les donner là-bas. Aujourd'hui, ces gens-là me disent là-bas, ça fait 2 mois que je suis rentré. On est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Attendez, ça fait 2 mois que je suis rentré. Les gens disent quoi? On a 2 barrages au sud de là-bas où il y a 50 000 hectares en jachère où il n'y a pas de matériel. Aujourd'hui, l'Union européenne devrait aujourd'hui acheter du matériel pour dire à ces gens. Vous avez raison là-dessus. Vous avez des terres là-bas pour cultiver parce que je connais des réfugiés dans le foyer. Ils sont là depuis 10 ans. Ils sont déboutés, comme ils disent, M. Henry. Quand ils sont déboutés, soit ils n'en ont plus de papier, ou ils ont un enfant. Aujourd'hui, dans mon département en Seine-Saint-Denis, il y a des femmes qui sont dans des foyers depuis 5 ou 6 ans. On ne peut pas les régulariser, on ne peut pas les expulser. Le Conseil général de la Seine-Saint-Denis dépense 80 000 euros par jour pour l'hébergement. Est-ce qu'on pourra continuer Mais vous avez raison, là-dessus je suis d'accord avec vous. Là-dessus, la solution se trouve en Afrique. Vous avez raison. En Afrique, il faut qu'aujourd'hui, la communauté internationale et l'Union européenne d'aller là-bas pour investir pour que les gens puissent rester chez eux. Mais nous sommes d'accord, c'est la coopération dont je parlais tout à l'heure. Elle est absolument nécessaire. Cette coopération est faite entre les capitales, ça ne sert à rien. Les paysans ne voient rien. Les milliards qu'on parle, on le parle peut-être sur France 24 ou sur d'autres chaînes, mais les paysans ne voient même pas un euro là-bas. Il faut aller se préoccuper de ça. Denis McShane, comment sont accueillis les migrants au Royaume-Uni ?
Dans les limites assez décemment, c'est-à-dire qu'ils ont donné une petite somme d'argent, à peu près 70 € si vous êtes un couple par semaine. C'est à peine des coupons pour acheter à quoi à manger. Il y a une légère différence, je crois, si en Europe on peut se reformer pour trouver l'emploi. Le plein emploi. Donc on a moins de pression de tous les chômeurs, les jeunes sans boulot, qui voient les arrivées de tous les étrangers confondus, des Roms, des gens de Bulgarie, Roumanie, aussi venant de l'Afrique. On peut les intégrer plus facilement. Moi, j'ai un intérêt à déclarer. J'ai booké sur le Eurotunnel dans 15 jours pour mes vacances en France, le 90e anniversaire du papy de mes enfants. Est-ce que je dois l'annuler? J'espère bien qu'il y a un ministre à Paris, un ministre à Londres prêt à prendre des vraies décisions. Pour le reste, Libye, Gaddafi, investir, convertir l'Afrique dans des zones économiquement plus intéressantes, oui, d'accord. Je pense aussi à l'Europe. On avait 28 pays avec pas mal qui ont des marines sérieuses. Comment on a totalement perdu contrôle de notre mer, Mare Nostrum, comme a dit les Romains. La Méditerranée, c'est notre mer, mais franchement, c'est comme dans dans le 18e siècle. C'est plein de pirates, de mafias. Et là aussi, je pose une petite question à monsieur les amiraux et monsieur le capitaine de frégate. Allez faire un peu de boulot sur les mers de la Méditerranée et tâcher de refouler ces mafieux chez eux. Parce qu'une fois on commence à stopper, le message sera retransmis au lieu d'origine de cette énorme masse migratoire qui cause pour nous tous des vrais problèmes. Ouais, Pierre-Henri disait que votre message était très pervers, Denis McShane. Mais oui, il est très pervers parce que, en réalité, ce que est en train de dire monsieur, c'est le renforcement de Frontex. Ça reprend d'autres propositions qui consistent à vouloir faire un blocus maritime de la Libye, voire de tirer sur les bateaux. Mais enfin, je rappelle... Non, excusez-moi. Soyons sérieux. Oui. Soyons sérieux, monsieur. Soyons sérieux. Si demain, de La Rochelle à Biarritz, vous voyez des gens venant illégalement en France, vous faites quelque chose. Franchement, mais j'ai l'impression aujourd'hui l'Union européenne, mais pardonnez-moi, effectivement, soyons sérieux, l'Union européenne a déjà beaucoup investi dans Frontex. Et aujourd'hui, l'Union européenne et un certain nombre d'États membres, dont la Grande-Bretagne, interviennent dans la Méditerranée. Et donc, la question n'est pas celle du blocus maritime de la Libye, la question est de trouver une sortie politique de crise aussi bien pour la Libye que pour la Syrie. Quant à l'Afrique, j'entends bien les discours convenus sur le développement. Il est nécessaire. Mais en même temps, il y a d'autres questions à poser, y compris à l'Afrique, en termes de gouvernance, en termes de sécurité et en termes d'utilisation de ce développement et de partage des richesses. Ce n'est pas aussi simple. Et puis en plus, il faut quand même avoir en tête que la question du développement ne règle pas celle de la migration. Au contraire, dans un premier temps, on sait bien que dès qu'il y a développement, il y a aussi une volonté de toute une partie de la population de tout simplement circuler et d'aller éventuellement vendre ses compétences ailleurs. Donc les choses ne sont pas simples et ne se résolvent pas à travers un certain nombre de slogans. Donc moi je suis très attaché à l'amitié entre la Grande-Bretagne et la France. Mais il me semble... Vous pouvez nous dire un mot sur votre idée de bureau de migration mais il me semble commun franco-britannique que nous avons été de très mauvais négociateurs en laissant la Grande-Bretagne être hors de Schengen et en lui permettant de signer par exemple le règlement Dublin ou les accords du Touquet de façon bilatérale. Il y a évidemment des intérêts économiques qui ont présidé à tout cela. Ce que je dis, c'est qu'à Calais, encore une fois, il y a des réfugiés qui peuvent être pris en charge
charge de manière légale et par une voie de migration légale par la Grande-Bretagne. C'est pourquoi je demande un bureau d'asile commun à la France et à la Grande-Bretagne à cet endroit. Parce que, enfin, je vous rappelle que dans la Convention internationale des droits de l'homme, tout le monde a le droit de quitter un pays. Eh bien, aujourd'hui, un certain nombre de personnes n'ont pas le droit de quitter la France. Et c'est une vraie question que l'on doit aborder. Je pense que vous êtes bien d'accord avec cette idée du bureau de migration Oui, ce bureau, je suis tout à fait d'accord. Je trouve que c'est une bonne idée. Mais je pense que les deux propos ne sont pas irréconciliables. Parce que je pense que donner davantage de moyens à Frontex et de lutter contre les réseaux de mafia, de passeurs, il faut le faire. Oui, et il faut développer ces moyens-là. Et je pense, je reviens à cette proposition de dire qu'effectivement la Libye pourrait être confiée sous un mandat de l'ONU et de l'Union africaine afin de mener à la fois une politique utile en Libye, là-bas directement, pour traiter à long terme, à moyen terme en tout cas, le sujet, et lutter de manière extrêmement ferme contre les réseaux et les mafias, parce que les deux vont de pair. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup à Denis McShane qui était avec nous depuis Londres. Et on accueille tout de suite Karim Yayaoui, tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Ce jeudi, un œil sur les médias, c'est tout de suite. Bonsoir Karim, on commence tout de suite avec les tensions entre Paris et Londres au sujet des migrants de Calais pour poursuivre notre débat. Évidemment, ça fait la une des médias français, mais aussi on va voir des médias britanniques, Le Figaro qui titre sur cette incapacité commune en quelque sorte, Paris et Londres démunis face aux migrants de Calais. Le site Géopolis, abrité sur le site internet de France Télévisions, évoque aussi cette actualité avec cette situation qui provoque donc des tensions entre Paris et Londres. L'intrusion la plus massive de migrants jamais enregistrée dans la zone du tunnel sous la Manche, 2300 clandestins. Alors Bernard Cazeneuve, comme le souligne cet article, a mobilisé 120 policiers supplémentaires, mais vu du Royaume-Uni, nous explique le Courrier international, ce n'est pas suffisant. Courrier international qui fait une petite revue de presse qui s'attarde un instant sur la presse plutôt conservatrice en Grande-Bretagne, notamment le Time qui finalement rapporte que Paris est accusé d'avoir déployé un dispositif insuffisant. Des médias britanniques qui expliquent que pourtant, parfois, la France sait faire les choses comme il faut, notamment à Vintimille. Alors c'est le point de vue développé par certains médias britanniques. Autre titre de la presse, le Daily Mail, qui contredit en quelque sorte les déclarations du Premier ministre en expliquant que eh bien, David Cameron a tort de souligner que tout ça n'est pas une affaire de tension entre la France et la Grande-Bretagne. Tout ça est une affaire de collaboration. Dans cet article du Daily Mail, on pointe du doigt directement la France. Et le Sun y va encore plus fort en expliquant que du côté de la France, on est trop mou. Les Français sont atroces. Il faut appeler l'armée. Des articles qui étaient assez partagés et qui sont évidemment plutôt choquants pour un certain nombre de lecteurs du côté de la France. Et puis il y en a un qui va encore plus loin, ce député proche de Nigel Farage qui rappelle que Calais était britannique en 1558. Peut-être qu'il serait temps de la récupérer. Alors au milieu de ces voix plutôt critiques, il y a tout de même l'ambassadeur britannique en France qui salue le travail de la France. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui dans les médias, des déclarations comme celle-là, il n'y en avait pas beaucoup. David Cameron, lui aussi, s'est attiré quelques critiques pour le ministre britannique. C'est vrai qu'il s'est attiré quelques critiques. Il était en déplacement du côté du Vietnam et il a eu des mots qui n'ont pas plu à tout le monde. Il a parlé de nuées de migrants à Calais, des propos qui ont été critiqués, notamment du côté du Parti des travaillistes, qui rappelle que ce n'est pas des insectes, mais des êtres humains qui se trouvent dans des situations parfois bien difficiles. Et même Nigel Farage, justement, explique qu'il n'aurait pas utilisé ce vocabulaire. Il explique que David Cameron veut juste sortir les muscles dans cette affaire. Et justement, le site de Libération rappelle à quel point ce n'est pas des insectes, puisque un certain nombre de personnes ont péri et on met des noms sur ces personnes. Ce n'est pas des anonymes. Du côté de Libération, on tente de s'arrêter sur le destin de chacun de ceux qui ont pu périr ces derniers temps. Ils s'appelaient Sadiq, Ganet, et puis il y a ceux dont on n'a pas réussi à retrouver l'identité. Et lorsqu'on clique sur ces visages, eh bien, on en sait un petit peu plus
sur ces hommes qui ont tenté le tout pour tenter de rallier ce qu'ils entreaperçoivent au loin comme un Eldorado. Le site de RFI, justement, s'arrête un petit peu sur cette volonté qu'ils ont chevillée au corps d'essayer de gagner une vie meilleure. La route est dangereuse, mais je veux essayer. Ce sont les paroles d'un enfant qui n'a que 12 ans, interviewé par le journaliste de RFI. Et la situation est de plus en plus complexe pour ceux qui tentent de leur venir en aide du côté de Calais. Médecins du Monde, du côté du site de Courrier International, dénonce le fonctionnement d'un campement à Calais où s'entassent près de 3000 migrants. On n'est pas au Darfour, lance un médecin de Médecins du Monde. Et cet article revient un petit peu sur les conditions de vie de ces personnes du côté de Calais. Merci beaucoup, Karim Yaoui. On vous retrouve à 20h45. Merci encore à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée sur France 24. Tout de suite, le journal. Et je vous retrouve demain soir à partir de 18h, heure de Paris.